C'était pendant la Coupe du Monde de football 2018. J'étais à Yekaterinbourg pendant le 8e de finale entre la Russie et l'Espagne. C'est ça. Donc, match remporté par la Russie, contre toute attente. Et j'étais dans un bar, je prenais des photos des Russes, et je me souviens qu'au début du match, personne ne s'intéressait, ou très peu s'intéressait à l'équipe russe, parce que de toute façon, c'était écrit d'avance. Voilà, en fait, tout le monde pensait que l'équipe allait perdre, et en fait, l'équipe a gagné au terme d'un match à suspense complètement incroyable. Et du coup, derrière, moi, j'ai passé la nuit dans les rues de Yekaterinbourg à suivre les gens, à parler avec eux. Et alors, c'était vraiment incroyable ce que j'ai pu voir. Enfin, l'effervescence, elle était folle. D'un coup, les drapeaux sont sortis, les gens étaient en voiture, grimpés sur les voitures, avaient des drapeaux soviétiques, des drapeaux russes, des drapeaux de leur région, et tout le monde était, là pour le coup, ivre de joie, ivre tout court aussi. Hein. Là, la sportocrature n'a pas fonctionné jusque-là, on va dire ça comme ça. Et je me souviens très bien d'une phrase que m'a dite un homme dans la rue. Il m'a dit « Ah, on n'avait pas été heureux comme ça depuis la chute de l'URSS ». Lucas Houban, c'est ça? C'est ça. On est à la librairie du Globe. Bienvenue. Merci. Merci de votre invitation. Vous avez écrit un livre qui est énorme, qui s'appelle La Sportocratura. C'est ça. Avec un portrait de Vladimir Poutine. C'est ça. Et si j'ai bien compris, au départ, c'était une thèse. Tout à fait. Une thèse soutenue en décembre 2020, précisément. Et vous êtes, c'est ça qui m'étonne, vous êtes géopoliticien. Quelle est la liaison entre la géopolitique et le sport? Alors, je ne suis pas exactement géopoliticien. À l'origine, j'ai un doctorat en études slaves contemporaines. Et ma spécialité, finalement, aujourd'hui, c'est la géopolitique du sport russe. Parce que c'est le sujet, en fait, de ma thèse, hein, concrètement, qui est l'adaptation qui a été adaptée en ouvrage, justement. Et donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment le pouvoir russe, depuis maintenant 20 ans, depuis 2000, en fait, et l'arrivée de Vladimir Poutine, comment le pouvoir russe utilise le sport à des fins politiques et géopolitiques. Et finalement, en fait, je suis devenu géopoliticien au fur et à mesure de mes recherches en études slaves contemporaines. C'est ça qui s'est passé. D'accord. Et pourquoi vous vous occupez des Slaves? Quelle est votre liaison avec ça? Une très longue histoire. Le cas de mon prénom. J'ai des parents qui étaient à l'époque communistes dans les années 70-80, mais des communistes un peu particuliers qui souhaitaient quand même la chute de l'URSS. Et moi, quand je suis né en 1990, l'Union soviétique périclitait. Et ils ont mis un K à mon prénom pour justement un peu fêter l'avènement, le retour des nations. Donc ça, c'est la première histoire. C'est la première petite... disons qu'ils ont inclus quelque chose, ils ont implanté quelque chose en moi dès le départ. Et ensuite, j'ai fait au collège LV1 russe, ce qui m'a du coup familiarisé, si vous voulez, avec la Russie et de manière générale avec la culture slave. Et chemin faisant, arrivé à la fac, en fac d'histoire, j'ai complètement... pas oublié la Russie, mais je suis passé, disons, à autre chose. Et par hasard, complètement, je suis parti en Erasmus à Riga, en Lettonie, il y a maintenant de ça... c'était en 2012, 2011. Et là, en fait, je me suis retrouvé à nouveau plongé dans la russophonie, parce que Riga, comme vous le savez, j'imagine, est peuplée au moins à 50% de russophones, donc russes soviétiques, finalement. Et c'est là que j'ai eu l'idée de travailler sur la thématique, en l'occurrence de la Lettonie, et de l'enjeu géopolitique entre les Russes et les Lettons. Voilà, donc ça c'est pour mon rapport à la Russie. Et puis plus tard, j'ai eu la chance de vivre à Moscou, j'ai eu la chance de voyager un peu partout en Russie. Et la Russie, c'est un virus, quelque part. Soit on l'attrape et on survit, auquel cas on y reste, on y retourne en permanence. Soit on l'attrape et on tombe tellement malade qu'on ne revient plus jamais. Et moi, j'ai eu la chance d'être tombé du premier côté. Et donc du coup, j'y retourne dès que possible, parce que j'adore
ce pays, cette culture, etc. quoi. Moi, je comprends que le sport, pour la culture russe, fait partie de la trinité de cosmos, sport et le ballet. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous faites votre thèse, vous avez fait votre thèse et vous avez finalement pondu un livre qui est drôlement intéressant sur le sport et l'histoire de ce pays à travers le sport et le rôle du sport dans ce pays? Pas exactement, c'est-à-dire que je me souviens, en fait, il y a vraiment un point de départ pour cet ouvrage. Et le point de départ, c'était 2 mois après les JO de Sotchi, précisément 2 mois, donc on était donc en avril 2014, et je me souviens, j'avais pris un billet d'avion pour aller à Sotchi, justement, pour aller voir la ville. Tout le monde en parlait depuis des mois, voire des années. Les médias du monde entier en parlaient d'ailleurs, parce que c'était quand même le grand événement sportif post-soviétique, en fait, les JO de Sotchi 2014, quand même. Et du coup, en y allant 2 mois après les JO, j'ai découvert finalement un site olympique de Sotchi complètement abandonné, avec des chiens errants un peu partout, avec du coup, d'un coup, plus de caméras, plus de sportifs du monde entier, plus rien en fait. Ça ressemblait vraiment à une ville fantôme. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'essayer de creuser, parce que je savais que 40 milliards de dollars avaient été dépensés pour cet événement, ce qui est énorme, c'était un record absolu dans l'histoire des JO d'hiver, etc. Et je me suis dit, oui, c'est un sujet en soi. Après, ça avait déjà été travaillé, mais est-ce que dans le fond, en rapport avec Vladimir Poutine et le système russe actuel, est-ce que ça avait vraiment été fait? Je crois pas, en tout cas, je crois pas comme ça. Et du coup, j'avais commencé à travailler là-dessus en me disant, 4 ans plus tard, allait avoir lieu la Coupe du Monde de football 2018, et du coup, j'allais avoir un terrain de recherche assez formidable, en fait. La préparation d'un événement footballistique très important, et du coup, une Russie ouverte aussi, c'est ça que je me disais. Parce que un événement sportif, que ce soit dans sa préparation ou dans sa tenue, ça ouvre les frontières d'un pays quand même. Et la Russie étant un pays, on va dire, c'est assez aléatoire, parce que c'est des fois ouvert, des fois fermé. En ce moment, c'est un peu plus fermé. Il y a 2 ans, c'était plus ouvert. Bon. Disons que j'ai profité de ce moment-là pour pouvoir faire mes recherches, et c'était passionnant. Parce que du coup, concrètement, entre 2014 et 2019, en gros, j'ai fait une dizaine de terrains de recherche. J'ai eu l'occasion de rencontrer des dizaines de personnes qui étaient tout à fait ouvertes pour me raconter leur réalité politico-économico-sportive. En fait, c'était ça l'idée. Moi. Ce que je voulais comprendre, c'était comment le sport pouvait être une clé pour comprendre la Russie actuelle. C'était concrètement ça. Je m'intéressais très peu finalement aux résultats sportifs. C'est pas du tout mon domaine. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me posent la question souvent, qu'est-ce que vous pensez de telle équipe? Moi, ça m'intéresse pas. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que le sport est une façon d'aborder la Russie aujourd'hui, une façon assez originale. Et je voulais pas aller dans le tarte à la crème, donc je voulais vraiment aller dans le fond des choses, d'où les 360 pages. Et encore, ça c'est la version condensée, parce que la thèse, elle, fait 850 pages. Donc, ouais. Je vous rejoins assez parce que je trouve que quand on voit quel est le rôle du sport d'un pays à l'autre, on peut en dire long. Pour aller dans une université américaine, vaut mieux être, par exemple, un nageur. Ça vous donne des chances d'être admis. Quand vous imaginez Cambridge ou Oxford, vous voyez tout de suite des garçons rameurs qui sont bien foutus. En Russie, un sportif a plus de chances, et c'est vrai que c'est toujours été un point fort que de pratiquer un sport collectif, en plus. Et si vous étiez un sportif, vous aviez beaucoup plus de chances d'avoir une place à l'université où il y a des concours quand même extraordinaires. C'est vrai. HEC, c'est rien à côté. Alors en France, mon fils qui est dans une école assez prestigieuse, parisienne, qui est Franklin, où la première dame enseignait le français. Il est en première. Quasiment 70% des garçons de sa classe ont la scoliose. Et la pratique de quoi que ce soit extrascolaire dans une école sérieuse n'est pas vraiment applaudie. C'est malvenu. Il faut faire des études. Ouais, bien sûr. On peut en dire long de la France.
Ah oui, exactement. C'est ma question qui est double. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la Russie à travers le sport et aussi de la France? Quelle est la différence avec la France où le sport, je ne dis pas est banni, mais si chez les Américains il faut être nageur, le garçon du même âge en France fume la clope dans un café ou en bas ou dans son lycée quasiment, et c'est ni interdit ni critiqué. Tout à fait. Je pense qu'il y a une grande différence fondamentale, c'est que pour la Russie, le sport c'est avant tout une affaire d'État. Donc c'est centralisé, vraiment, c'est une volonté politique de diffuser ce que j'appelle en fait la sportivisation de la société. En fait. On le voit depuis le corps du président, c'est ce que j'en parle un peu, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, en se mettant en scène régulièrement, en train de pratiquer un sport, mais régulièrement vraiment depuis le tout début de sa première présidence jusqu'à aujourd'hui encore, toutes les semaines quasiment, il y a une mise en scène dans les médias russes de Vladimir Poutine en train de faire de la musculation avec Medvedev, en train de jouer au hockey avec ses collègues, en train de faire du judo, parce qu'évidemment il est ceinture noire, etc., etc. Donc ça part de tout en haut pour se diffuser jusque tout en bas, avec dans les stades de judo, dans les gymnases de judo, on peut apercevoir des phrases justement de Vladimir Poutine qui appellent les jeunes, qui exhortent les jeunes à pratiquer un sport pour... alors l'objectif, il est à plusieurs niveaux. Il y a évidemment d'abord l'hygiénisation de la société, donc ça signifie, et ça renvoie d'ailleurs à l'époque soviétique en fait. Il y a clairement une continuité. Souvent on parle de rupture en 1990, 1991. En réalité, il y a peut-être eu une espèce de trou noir des années 90 où beaucoup de choses étaient possibles et ça a été très 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 particulier. Mais c'était très sportif aussi. C'était très sportif, c'est vrai. Mais c'est vrai. Boris Yeltsin était très sportif. En fait, contrairement à ce qu'on a vu à la fin. Il y avait beaucoup de bagarres. Hein. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les grands sportifs sont devenus des grands bandits. C'est vrai. C'est vrai d'ailleurs, dans la Russie actuelle. Oui, bien sûr. L'entourage de Vladimir Poutine est peuplé de gens qu'il a rencontrés dans son dojo. On va en parler plus tard, donc, pour ne pas dévier de... Pour ne pas dévier. Et donc du coup, voilà, l'objectif il est à plusieurs niveaux. Donc d'une part, hygiéniser la population, et c'est-à-dire l'éloigner du tabac et de l'alcool, qui sont des fléaux, et bien entendu, que Vladimir Poutine combat. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est aussi la deuxième, augmenter le patriotisme. En fait, le sport est un vecteur de patriotisme très fort. Et on le voit lors des événements, des manifestations sportives organisées régulièrement un peu partout en Russie. Pas à vocation internationale pour le coup, mais vraiment à vocation nationale ou régionale. En fait, on retrouve souvent les drapeaux de Russie unie. On retrouve souvent donc le parti au pouvoir, souvent des personnalités politiques ou sportives proches du président qui, du coup, sont là pour prêcher finalement la bonne parole. Donc, vecteur patriotique, vecteur politique, et évidemment, pour le pouvoir, l'objectif, c'est de garder le pouvoir. Donc, c'est une façon finalement assez peu coûteuse de pouvoir y arriver. Donc ça, c'est le côté, c'est évidemment le côté russe. Et donc, faire du sport concrètement, oui, depuis le plus jeune âge jusqu'au plus avancé, c'est très très bien vu, en fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi, mon premier voyage en Russie, c'était en 2003. J'avais 13 ans à l'époque, et c'était à Saint-Pétersbourg. Et je me souviens effectivement d'une ville en pleine mutation, avec beaucoup de gens qui étaient dans la rue. Je me rappelle de ça, beaucoup de gens qui fumaient des clopes, qui buvaient dans la rue. Il y avait aussi une grande misère sociale. Je ressentais ça, en tout cas, j'avais 13 ans, donc c'est l'impression qui m'est restée. Je me rappelle d'immenses industries fumantes un peu partout, c'était très, très mécanique, tout ça. Et j'y suis retourné, du coup, récemment. C'était pour la Coupe du Monde de football 2018. Et là, j'ai découvert à Saint-Pétersbourg, au contraire, lumineux, beaucoup plus moderne qu'à l'époque, transformé, et pas transformé uniquement à travers l'infrastructure. J'ai vu aussi la jeunesse changer. Et la jeunesse, à l'époque, en tout cas, j'avais l'impression que ce qui était de bon ton, c'était effectivement de boire et de fumer avec ses amis en bas des immeubles, des grandes tours, etc. Là, j'avais au contraire l'impression que ce qui était à la mode, c'était plutôt d'aller à la salle de sport du coin, salles de sport qui ont ouvertes, salles de fitness, ouvertes un peu partout dans les rues, on en voit vraiment partout. Et voilà, du coup, j'ai découvert comme si c'était une nouvelle population, finalement, comme si celle-ci s'était transformée. Et c'était assez étonnant.
Et effectivement, par rapport à ça, la France apparaît du coup un peu vieillotte, en fait. Très has-been, oui, parce que has-been, en tout cas, ouais. les lycéens qui fument, moi je vois ça et je dis mais vous êtes has-been, c'est même plus à la mode du tout. C'est plus à la mode de fumer. Mais alors, parce que le fond de ma question, le nom de votre livre ne peut pas être positif. Hein. Un nom comme ça, c'est quand même une critique, avouez. C'est une critique, c'est un néologisme pour pouvoir essayer de comprendre. Oui, mais bon, sportcrature, c'est un peu comme nomenclature, c'est comme voilà, donc c'est comme c'est quelque chose à connotation négative. Or, ce que vous me dites, c'est je souhaite ça à la France. Alors est-ce qu'il faut être dictateur pour avoir une population saine? Non, je souhaite pas ça à la France nécessairement. Je me suis pas attardé sur le système politico-économico-sportif qui lui est très critiquable à plein de niveaux, parce qu'en fait c'est très difficile, par exemple, d'entreprendre en Russie sans avoir les bons contacts au bon endroit au bon moment. Il y a une forme de liberté qui n'existe pas aussi. On pourra en parler après si vous voulez. Non, après, en France, je crois qu'on a une idée un peu romantique du vin, de l'alcool sous toutes ses formes, de l'ivresse, liée souvent à un certain amour, un certain romantisme, comme je le disais. Tandis que les présidents français qui se sont risqués à, par exemple, pratiquer un sport devant les caméras, ont souvent été raillés par la population française. En fait, il y avait un côté... j'ai l'impression qu'en France, on n'aime pas quand quelqu'un se met trop en avant, quand quelqu'un montre ses qualités sportives, alors que son rôle c'est d'être président, c'est pas d'être footballeur ou judoka ou je ne sais quoi. Je me souviens que Sarkozy à l'époque était beaucoup critiqué pour ça, quand il a tenté sa fameuse américanisation de sa politique, quand on le voyait en train de se baigner ou en train de faire jogging, faire du vélo. C'était assez critiqué, je crois, hein, et d'ailleurs François Hollande derrière a essayé de faire exactement l'inverse, ce qui n'a d'ailleurs pas fonctionné non plus. Mais en tout cas, voilà, en France, on a un culte de l'homme fort, je crois quand même. C'est hérité de Napoléon et de plein de choses, mais ça ne passe pas forcément par ces mises en scène-là, qui sont mal vues en tout cas. Et donc, peut-être que ça a un effet sur la population qui va moins pratiquer un sport. Mais en réalité, quand même, concrètement, la France est une grande nation du sport et elle le prouve assez régulièrement dans les résultats. Donc il y a quand même énormément d'infrastructures, énormément de gens mobilisés. Simplement, c'est moins visible et moins impressionnant peut-être que ce qu'on peut voir en Russie. Vous qui étudiez en profondeur le thématique de sport et d'état de société, moi, de haut de mon âge, je peux dire que quand j'étais jeune, on arrêtait de vivre quand il y avait le championnat de hockey, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que le hockey. Et les joueurs de hockey, c'était des dieux. Après, on arrêtait de respirer quand il y avait des championnats de patinage artistique. Ce qui rejoint l'idée de l'Union soviétique avec son ballet et le collectif. C'est-à-dire que les garçons qui jouent au football, au hockey, c'est une équipe. Une équipe soudée, souvent reposée sur le goal et fraternité et tout. Le patinage artistique, c'est un peu comme Bolchoï tout public, parce que Bolchoï, il est un seul pour tout le pays, tandis que la télévision, tout le monde regarde, mais c'est un peu la même esthétique. Après, Yeltsin est arrivé au pouvoir, hein, tout ça aux oubliettes, et Yeltsin, avec Mathieu Vu, nous a mis la mode de tennis, qui était pour les Russes quelque chose de trop cher et individualiste. Et donc, c'était la période de la naissance des oligarques. Et aujourd'hui, si je comprends bien votre livre, la grande mode, c'est je vais casser ta gueule. Enfin, le judoka, le mec baraqué et le combat au corps. Et est-ce que j'ai bien compris votre... Non, je dirais pas que c'est exactement ça le basculement. Non, je dirais que c'est devenu très réaliste en fait de la part du pouvoir en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'idée, c'est plutôt d'utiliser le sport à des fins politiques, quel que soit le sport. En fait, ça, c'est ce qui ressort de la politique de Poutine depuis 20 ans.
c'est que les choix sont faits à la fois par passion, des fois, on le voit, évidemment, le fait qu'il pratique le hockey lui-même, et qu'il ait commencé tard, c'est un choix il le politique. pratique, Oui, ça va. Hein, c'est quand même un peu. Au vu de son âge. D'accord, mais bon, déjà ça. C'est un peu exagéré. Non, mais il se met régulièrement en scène, en tout cas en train de le faire. L'important, c'est pas qu'il le fasse bien finalement. Ouais. L'important, c'est qu'il prenne cette direction ou pas. C'est ça l'image qu'il cherchait à envoyer. Mais on le voit donc évidemment avec le hockey, comme je disais, donc ça c'est traditionnel, c'est quelque chose qui est hérité de la guerre froide, c'est très important pour les Russes. Et par contre, on voit aussi que le pouvoir investit énormément dans des sports beaucoup moins connus en Russie, comme le e-sport, par exemple, le sport des jeux vidéo, parce que le pouvoir a senti que c'était, pour demain, ça allait être un des sports les plus intéressants pour se mettre en avant, pour se montrer. Donc c'est ça qui caractérise aussi la politique de Vladimir Poutine, finalement. C'est une forme de réalisme, en fait, je crois, donc très éloigné des idéologies, en fait. C'est qu'est-ce qui va fonctionner, à la fois pour la Russie, à la fois pour l'image du pouvoir et à la fois pour, moi, le conserver, ce pouvoir, encore une fois. Donc je crois qu'il y a ça. Après, c'est vrai que c'est intéressant, ce que vous disiez sur le fait que, oui, Boris Yeltsin, quand il arrive au pouvoir, lui, il a dit, bon, une petite révolution, on va faire du tennis. Parce que le tennis, ça n'avait pas été, ou très peu pratiqué sous l'Union soviétique, parce que c'était jugé bourgeois. Et complètement contraire à l'idéologie de la révolution et tout ça. Donc c'est marqué, finalement, un changement. C'est clairement ça. Après, quand Poutine, lui, arrive au pouvoir, il dit, bon, ça, le tennis, c'est bien, mais le hockey, c'est bien aussi. En fait, on va voir tout ce qu'on peut mobiliser pour pouvoir rendre le plus efficace possible notre politique sportive. Ce qui a fonctionné plus ou moins, on y reviendra, j'imagine, parce qu'il y a eu des très hauts. Et par exemple, les JO de Sochi, la Coupe du Monde, et aussi des très bas avec cette affaire de dopage immense, en fait, qui fait parler depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et comme je dois faire quand même un peu une espèce d'équilibre entre la Russie et la France, parce qu'il y a des choses comme le miroir, ce qui m'intéresse, comment vous définissez la situation de sport en France, pourquoi on parle que de football, essentiellement on parle peu d'autres choses. Tennis peut-être, mais là c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Qu'est-ce qui se passe ? En France, ça révèle la politique qui n'a aucune force et là-bas la politique marche. Non, parce qu'en vrai, si on regarde les résultats sportifs globaux, en fait, dans les deux pays, on se rend compte que la France n'est pas tant à la ramasse entre guillemets que ça. En réalité, c'est une nation sportive. Simplement, en France, c'est moins lié au patriotisme qu'en Russie. Donc je pense que c'est aussi ça. Dans la perception qu'on a de la Russie, souvent, effectivement, il y a une grandeur russe parce que quand on gagne, on est fier de son drapeau, fier de son hymne, etc. En France, c'est le cas aussi, mais c'est moins mis en valeur en tout cas. Et voilà, le football en France, évidemment, c'est la Coupe du Monde de 98 et de 2018, toutes les deux remportées à 20 ans d'intervalle. Ça a créé effectivement une grosse émulation auprès de la population. Mais je suis sûr que si ça avait été le cas en Russie, le football serait aussi encore plus à la mode qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors après, pour faire le miroir, c'est drôle, parce que moi, souvent, le miroir, je le fais par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis, en fait, qui sont vraiment des modèles, je trouve, intéressants pour pouvoir comparer. Parce qu'en fait, la Russie se situe, pour moi, pile au milieu. Là où la France est toujours un peu un être hybride, parce que c'est une créature socialiste, mais sans être socialiste, en fait. Enfin, disons... moi, quand j'étais jeune, j'ai pu faire plein de sports pour presque rien en termes de financier, parce qu'il y avait plein d'aides de l'État pour plein de choses. Donc je me suis retrouvé à faire de la voile, à faire du handball, du foot, vraiment du rugby, plein de sports comme ça. Et à chaque fois, c'est parce que l'État a proposé des programmes, en fait. Donc ces programmes existent, mais ils sont peut-être pas moins mis en valeur que ceux prônés par le pouvoir russe actuel. Peut-être qu'il y a une différence de visibilité. Voilà. Je dirais que ça pourrait jouer par là. Et là où je vais revenir justement sur ce que je disais sur le modèle russe, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment pile entre le modèle américain et le modèle chinois. Modèle américain ultra-libéral,
avec des entreprises, des sponsors qui viennent de partout, cette volonté effectivement de tout remporter et en faisant de l'argent au maximum. Là où la Chine, en fait, c'est plutôt, voilà, on met en branle toute la société de façon horizontale pour voilà, trouver les pépites, un peu comme à l'époque soviétique. En fait, tout le monde s'entraîne, et on voit les meilleurs et on les prend, et après on les fait concourir. L'objectif de la Chine, il ne faut pas l'oublier, c'est de remporter la Coupe du Monde de football avant 2049, avant le centenaire de la Révolution chinoise de 1949. Donc il y a quand même une volonté d'être bon dans tous les sports, qu'importe les moyens. Et la Russie se situe là, au milieu de ces deux modèles. C'est-à-dire que la Russie fait quand même intervenir énormément de moyens venus de l'étranger aussi. Mais l'originalité, c'est que le pouvoir cherche à les contrôler au maximum pour les diriger vers ce patriotisme, cette grandeur russe, ce drapeau, etc. etc. Ouais. En Russie, le sport a un rôle presque tragique à chaque fois. À chaque fois quand on essaye de faire un événement, comme c'était avec l'Olympiade, ben voilà, c'est le boycott. Après, cette histoire de Sochi, pareil. C'est vraiment un moyen de guerre froide que les événements sportifs internationaux. Parce qu'on pense qu'il n'y a plus de guerre froide, mais à travers le sport, on voit que ça ne s'est jamais arrêté. Tout à fait. C'est ce que j'appelle dans le livre, je ne suis pas le premier à le faire, mais la nouvelle guerre froide du sport, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, oui, il y a clairement une continuité. Simplement, il y a la menace nucléaire en moins, donc c'est quand même pas rien, évidemment. Mais quand on regarde les oppositions ces dernières années entre les États-Unis et la Russie, on sent bien les palpitations chez les uns et chez les autres, qu'il se passe toujours quelque chose. Et l'affaire de dopage, qui est quand même extraordinaire, en fait, au sens vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la plus grosse affaire de dopage de l'histoire, probablement, en tout cas qui a été révélée. Le fait que derrière, les États-Unis s'emparent de la question, décident eux-mêmes de s'en occuper, en fait. Ce que j'en parle un peu dans le livre, mais là, récemment, ils ont fait passer le Rodchenkov Act, du nom du lanceur d'alerte. Expliquez, oui, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas spécialement... Bien sûr. Rodchenkov, c'était un des directeurs du laboratoire de la lutte antidopage en Russie, à Moscou et à Sochi, pour les JO de Sochi, justement. Et il a fait des révélations dans un documentaire qui s'appelle Icarus, un documentaire américain, réalisé par un Américain. Et il a fait des révélations en expliquant que oui, en fait, on lui avait demandé de créer des programmes de dopage pour les athlètes qui avaient dû concourir à l'époque à Sochi, mais pas que à Sochi, en fait. Il a révélé d'un coup que il l'avait fait pour plein d'athlètes régulièrement et qu'il avait des méthodes pour que ça ne se voit pas, pour que ce soit intraçable, etc. Et donc il révèle ça, et d'un coup, lui, on le voit dans le documentaire, inquiet pour sa vie, parce qu'en fait il s'avère que deux de ses collègues, dans les mois qui vont suivre, vont mourir, alors évidemment d'un arrêt cardiaque, je crois, et d'un suicide pour l'autre. Donc voilà, ça laisse songeur quand même. Lui est exfiltré aux États-Unis, placé sous le programme de protection des témoins, et disparaît complètement. Donc là, on est en 2015, je crois, 2016, à ce moment-là, et il disparaît, et ces révélations, évidemment, font grand bruit dans toute la planète, en fait, parce que ça va bien au-delà du football. Et là, les États-Unis, face à cette situation, s'emparent de la question, parce que c'est souvent le cas avec les États-Unis. Les États-Unis aiment bien faire les choses eux-mêmes, quand ça ne fonctionne pas, quand ça ne va pas assez vite. Et ils avaient des difficultés à entendre les sanctions qui avaient été données à l'égard de la Russie. C'était jamais suffisant, c'était jamais assez dur, etc. Donc du coup, ils ont promulgué ce fameux Rodchenkov Act, du nom de ce lanceur d'alerte, en disant, dorénavant, dès que nous allons participer à une compétition sportive, si un État prévoit un programme de dopage massif, nous aurons le droit, d'un point de vue juridique, de nous occuper de cette question et nous-mêmes de légiférer et de condamner les personnes en question. Donc ça, c'est clairement, de mon point de vue, on va dire, la face visible de l'iceberg de la nouvelle guerre froide du sport, en fait. Concrètement, il y a encore une opposition entre un monde qui se dit libéral / libre et un monde
russe, peut-être un peu plus refermé, qui est perçu différemment, quoi. Donc, je ne veux pas paraître comme la défenseuse de quelconque régime. Bien sûr. Bien sûr, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, dans les affaires militaires, quand il y en a un qui bombarde, il est méchant, mais l'autre qui bombarde, il est bon. Oui, bien sûr. Parce qu'il a des raisons qui sont soi-disant meilleures, mais c'est toujours les mêmes, comme par hasard. Et aujourd'hui, dire le plus grand scandale de dopage, avec tout ce qu'on sait sur le Tour de France, il faut peut-être arrêter cette espèce de jeu de dupe. Aujourd'hui, si tu ne dopes pas, mais tu peux pas faire des records. C'est compliqué. Enfin, voilà, il faut peut-être qu'on arrête. Parce que accuser les Russes de doper les sportifs russes et continuer d'applaudir les cyclistes, enfin, n'est-ce pas ridicule? De toute façon, ou les Kenyans qui... les marathoniens, c'était Kenya qui était accusé après les Russes, non? Oui, il y a eu je pense Kenya. que le deuxième qui était accusé, c'était Kenya. Mais de toute façon... et puis d'après ce que j'ai compris, les Américains, eux, ils ont le droit de prendre les cortisones s'ils ont un rhume, sauf que tout le monde est enrhumé juste avant les compétitions. Enfin, ça, c'est ça le... Oui. Non, mais c'est compliqué. Pas très élégant. Enfin, je veux pas défendre mes compatriotes, mais je pense que tout le monde vaut tout le monde. Hein. C'est un peu... Non, là, il y a... Moi, loin de moi l'idée d'accuser plus l'un ou l'autre camp. C'est pas du tout ce que je fais et ce que je cherche à faire, ni même dans mon ouvrage d'ailleurs, parce que je sais pas si vous avez vu, mais la partie sur le dopage à la fin, justement, j'essaye de... Elle est très objective, bravo, d'équilibrer, ouais. parce que c'est intéressant. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir quand même que les deux discours, le discours occidental et le discours russe, au sujet du dopage, en Russie, mais aussi au sujet du dopage de manière générale, sont tout à fait opposés, ou en tout cas très très différentes. Les deux visions sont vraiment très différentes, sauf que en France, en Europe, en Occident, on ne l'écoute pas du tout, la vision russe. En fait, elle est complètement... on est sourd à ces arguments. Alors certains ne sont pas audibles de mon point de vue, ne sont pas, je les trouve un peu... hypocrites. Quand Vladimir Poutine appelle à la dépolitisation du sport, par exemple, j'ai tendance à... Moi qui travaille dessus depuis plusieurs années, je vous dis qu'il fait exactement l'inverse en permanence. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Par contre, là où je suis sensible, c'est, oui, bien sûr, quand ils disent que tous les États de la planète, tous les athlètes de la planète se dopent, c'est un fait. Lance Armstrong aux États-Unis, donc le cycliste, je ne sais plus combien de fois vainqueur du Tour de France, en est l'illustration la plus criante, en fait. Et on l'oublie souvent, d'ailleurs. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus, je crois, pour dire que le dopage existe partout, malheureusement. Après, là où il y a une spécificité russe, ça renvoie à ce que je disais à l'origine, c'est que vu que le sport en Russie est étatique par essence, du coup ça touche tout de suite, en tout cas dans l'esprit occidental, quelque chose qui ne devrait pas exister, à savoir, mais du coup les politiques sont mêlés de ça, donc c'est très grave. Alors que je dirais qu'en France ou aux États-Unis, on a tendance à penser que finalement les athlètes se dopent individuellement, en fait. Là où on a la sensation qu'en Russie, c'est plus une sorte de le Kremlin, comme la tête de la pieuvre et les tentacules qui décident un peu partout. Je pense que la réalité est un peu plus complexe que ça, mais c'est ça qui choque les gens, en tout cas, et qui rend l'affaire de dopage assez rocambolesque quand même. Mais bien entendu, moi je suis d'accord avec vous, il faut remettre à plat cette question et la poser différemment. Oui, sauf que quand ils vont s'arrêter à doper, ça va être chiant à regarder. D'un coup, on s'ennuiera un peu plus, c'est possible. Ils vont rouler à deux à l'heure, ça va être... vous avez dit un chiffre qui a été dépensé pour Sochi, qui est officieux, mais qui est de combien? Alors 40... c'est 40 milliards de dollars. 50 milliards d'euros à peu près. Ouais. C'est ce qui aurait été dépensé. A priori, ça correspond au vu des infrastructures en question. Pour après, quand vous revenez, découvrir que
qu'il n'y a plus rien que... Ouais, et alors ça c'est intéressant. C'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, c'était ma première hypothèse. En fait, au début de mon travail, au début de mes recherches, je m'étais dit, je vais travailler là-dessus, parce qu'effectivement, 40 milliards de dollars dépensés pour une ville fantôme, c'est beaucoup trop, pour un événement qui a duré 2 semaines. Donc mon hypothèse d'origine, c'était tout a été dépensé uniquement pour ces 15 jours, et 15 jours de JO, et voilà tout. Sauf que, il s'avère que mon tout dernier terrain de recherche, c'était en janvier-février 2020, donc c'est assez récent, c'était il y a 1 an et demi maintenant, à peu près un peu plus. Et en fait, là, je suis retourné à Sotchi, donc après 2014, donc 6 ans plus tard. Et en fait, je me suis aperçu que je m'étais trompé, que mon hypothèse d'origine était fausse et que la ville n'était pas du tout une ville morte comme j'aurais pu l'imaginer. C'était pas du tout uniquement une vitrine qui avait existé pour quelques heures, quelques jours. C'était en réalité une ville qui était devenue sportive, mais par quasiment à travers tous les gens que j'ai croisés, à travers toutes les infrastructures que j'ai pu voir. C'était dynamique. C'était moderne, il y avait des palmiers partout, donc ça c'est Sotchi, mais c'est un Sotchi quand même beaucoup plus moderne que le Sotchi d'avant 2014 quand même. C'est vraiment transformé, c'est muté quoi, littéralement quoi. Et là ouais, je me suis rendu compte que mon hypothèse d'origine était fausse, donc c'était assez agréable pour un chercheur finalement, parce qu'en fait on a l'impression de ne pas juste suivre un chemin fléché et de se dire bon bah voilà, j'avais eu cette idée là, en fait elle était bonne depuis le départ, super. Non, là au contraire mon travail apporte quelque chose, parce que si j'ai eu cette hypothèse là, ça veut dire que beaucoup de gens l'ont eu aussi, et là je peux vous dire bah non, en fait non, ce système mis en place par le pouvoir a une volonté pérenne en réalité, et je pense qu'on va du coup pouvoir ensuite enchaîner sur le rapport effectivement au corps, parce que c'est ça qui se passe. La volonté pérenne, elle est dans les infrastructures, mais elle est aussi dans la population en elle-même. La population russe. Et la population russe, comme ces grandes villes sportives, elle a aussi muté. La population russe, c'est la sensation en tout cas qu'on a et qui se vérifie peu ou prou dans les statistiques. Donc voilà, le fait que la population russe s'est réellement éloignée de l'alcool ces 15-20 dernières années. La population russe pratique beaucoup plus un sport régulièrement depuis 15-20 ans aussi. Tout ça mis bout à bout fait que, littéralement, le corps russe, de la nation russe, s'est, semble-t-il, redressé, en fait. C'est ça l'impression que ça donne, en tout cas. Et je trouve que c'est assez intéressant, du coup, voilà, on comprend un peu mieux, je pense, du coup, grâce au sport, le changement qui s'opère en Russie depuis maintenant 20 ans, quoi. Grâce à votre livre, j'ai découvert aussi, parce que bon, comme moi je suis moscovite et que tout a été toujours autour de Moscou, c'était une espèce de nombril de tout pays, et tout pays travaillait pour Moscou. Souvent, on était très désagréablement surpris dès qu'on sortait de Moscou, parce qu'il n'y avait plus rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que autrefois, un étranger, s'il recevait un visa, c'était juste pour aller dans une grande ville. Il ne pouvait pas aller à côté, parce que il fallait un autre visa, et là, c'était niette. Bien sûr. Dans votre livre, vous dites que, bizarrement maintenant, les républiques avec les noms que les Français ne connaissent même pas, parce que c'est loin dans la Sibérie, sont équipées davantage que la Russie centrale et Moscou en termes d'équipement de sportifs. Tout à fait. Comment c'est possible dans un pays qui normalement est considéré comme un pays pauvre, hein, quand même, mine de rien. Tout à fait. Alors il y a plusieurs facteurs. Alors, bon, déjà le premier facteur c'est la démographie, c'est-à-dire que tout le monde va à Moscou. Donc Moscou est une ville, j'appelle ça une ville monstre, tellement c'est une ville qui grandit, qui avale tout son territoire. C'est une ville assez incroyable, difficile, mais passionnante du coup. Donc d'une part évidemment que les infrastructures d'un point de vue juste, on va dire en termes de proportion, s'il y avait, je sais pas, comme par exemple à Kazan, un stade de football, mettons pour 1000 personnes, en fait Moscou serait peuplé de stades de football et en fait il n'y aurait plus d'immeubles du tout. Donc ça c'est d'un point de vue juste démographique, ce serait ça. Mais sinon, non, il y a une vraie stratégie qui a été mise en place au début des années 2000 justement, à savoir faire appel
mobiliser les oligarques, donc les grandes fortunes du pays qui ont émergé dans les années 90 en accaparant en fait les biens en fait, les biens qui étaient publics avant, qui étaient devenus privés d'un coup en fait. Littéralement ils ont accaparé les coupons, les vouchères qui avaient été données à l'époque. Et ils ont collecté et hop, d'un coup, ce sont devenus des grandes fortunes qui se comptent par dizaines, mais qui ne sont pas si nombreuses que ça, ces grandes fortunes finalement. Et Vladimir Poutine, lui, quand il est arrivé au pouvoir, leur a demandé de financer le sport et les infrastructures sportives à grande échelle, parce que c'était important, selon lui, que le pays se relève à travers le sport. Évidemment, le sport avait été dans les années 90 le parent pauvre de la, si on peut appeler ça une révolution, en tout cas de la chute de l'Union soviétique. Forcément, quand on est en pleine crise économique, idéologique, etc., bon, d'un coup, le sport, c'est beaucoup moins important, en fait, évidemment. Mais Vladimir Poutine arrive au pouvoir, lui, a, on va dire, passé ce moment un peu charnière des années 90, et décide de le remettre au goût du jour et de demander aux oligarques de le relever ce monde du sport. Et c'est pour ça qu'on a vu, en fait, en 10-15 ans, énormément de stades, de gymnases se pousser comme des champignons partout en Russie. Et c'est assez fascinant de voir, parce que moi, en fait, une grande part de mon terrain de recherche, de mes voyages, s'est déroulé en fait dans les régions, donc dans des petites villes type, je suis allé par exemple à Elista en Kalmoukie, à Grozny en Tchétchénie, aussi à Kazan évidemment, bon, ça c'est un peu plus connu déjà, mais pour voir en fait si finalement il y avait des similitudes, en fait si cette stratégie fonctionnait aussi bien dans les régions les plus reculées qu'à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et donc la réponse est oui. En fait, la réponse est oui, et la réponse est tellement oui que c'est assez fascinant de voir que quand on va en Mordovie, à Saransk... Expliquez où c'est, hein, parce que... Alors, exactement où c'est, au milieu de plein d'autres régions russes, plutôt dans le sud de la Volga, pour le coup. Et donc, Mordovie, bah, si je dis pas de bêtises, c'est là où Depardieu a récupéré sa citoyenneté russe, justement. En fait, il est adopté par les Mordoves. En fait, c'est un peu ça la légende du coin. Et déjà, quand j'y suis allé, j'ai pu voir son cinéma, le cinéma de Depardieu, qui était vide, il faut bien dire ce qui est au moment où j'y suis allé. Mais c'était fascinant quand même de voir que... toujours est-il que la région est reculée, que la capitale, Saransk, l'est aussi, mais que les infrastructures là-bas sont ultra modernes, ont toutes été construites ces 10 dernières années, et que la population les utilise en fait. Donc il y a cette réalité-là, c'est assez fascinant, et en fait ouais, il y a un côté, ça ressemble un peu au plan quinquennaux de l'Union soviétique, mais qui fonctionnerait quoi, en fait, si vous voulez. Il y a une décision, et on utilise les oligarques, et les oligarques, en gros c'était ça le message, si vous faites bien votre travail, vous rentrez dans les petits papiers, et je vous laisse tranquille, moi, Vladimir Poutine, je ne vais pas vous embêter, comme je l'avais fait avec Khodorkovsky en 2003, vous serez tranquille, quoi. C'était ça un peu le deal. Alors il n'y avait pas que le sport, évidemment, il y avait d'autres choses pour relever la nation russe, mais ça en faisait partie. Là, vous êtes presque en train de faire... les louanges à celui qui est tellement mal aimé en France. Cela dit, mal aimé, c'est un peu schizophrène. C'est très schizophrène. C'est-à-dire qu'officiellement, on déteste, et officieusement, tout le monde adore. Jusqu'à, par exemple, quand je regarde des interviews d'une chaîne YouTube qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-poutinienne, mais absolument pas, qui s'appelle Thinkerview, quand vous voyez les commentaires, comment les commentateurs applaudissent les interventions des Russes officiels en disant c'est les gens les plus brillants, si nos diplomates étaient comme ça, mais franchement nos présidents c'est de la merde à côté. Je dis mais c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a cette schizophrénie de jugement de ce régime, de cet homme, et donc vous êtes en train de quasiment lui chanter des louanges. J'espère que si je montre que je chante des louanges, c'est que je me suis trompé quelque part. Mais vous dites en même temps de votre livre que cette espèce de amour pour le sport que Poutine a créé en Russie peut le bouffer aussi. Ouais. Parce que c'est à travers le sport qu'il peut se faire avoir. Tout à fait. À travers les quelques
déclarations des grands sportifs qui ne sont pas spécialement favorables à son égard, et à travers cette affaire de Navalny, et qui est doublement intéressant parce que tout d'un coup on découvre que le fameux château appartenait à un partenaire de judo et pas du tout à Poutine lui-même. C'est ça. Racontez ça. Non, mais c'est tout ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est vous qui l'avez écrit. Non, mais en tout cas, que vous m'emmenez sur ce terrain-là, c'est très intéressant. C'est vrai. Non, mais c'est fascinant en fait de voir que, en fait, en redressant l'homme russe comme Vladimir Poutine l'a fait, il lui donne aussi les armes pour pouvoir contre-attaquer à un moment donné. Parce que ces valeurs du sport à Vladimir Poutine, sans lui chanter ses louanges réellement dans ses discours, c'est des valeurs, on va dire, fortes contre la triche, pour la camaraderie, l'esprit d'équipe, etc., etc. Tout ce que ne font pas finalement les oligarques et l'entourage de Vladimir Poutine, qui en fait la jouent concrètement perso. En réalité, quand on regarde bien le système Poutine aujourd'hui, beaucoup sont laissés pour compte, la grande majorité de la population. Et ces 5-6 dernières années, en plein milieu de l'affaire de dopage qui n'en finissait plus, beaucoup de sportifs ont commencé à parler et à dire bon, nous, on commence à en avoir un peu marre, parce qu'en fait, ça nous exclut de toutes les compétitions internationales, toutes ces histoires. On a encore l'impression d'être du coup un pays arriéré. Donc là, je bascule du côté, je passe du côté Poutine au côté, on va dire, la jeunesse politisée qui est critique à l'égard du régime, qui dit ça. En fait, qui dit mais c'est pas possible parce qu'en fait, on est un peu archaïque dans notre rapport à la politique internationale, en fait. On n'arrive pas à s'adapter à ce système mondialisé, alors certes occidental, mais beaucoup de pays qui ne sont pas de l'Occident s'y adaptent parfaitement. En fait, donc il y a cette idée-là, et on l'a vu récemment avec l'affaire Navalny, effectivement, plusieurs athlètes, dont Artemi Panarin, donc, qui est un hockeyeur qui joue à New York, un hockeyeur russe, qui a pris position pour la libération de Navalny, contre Vladimir Poutine du coup. Et voilà, cet athlète-là est très populaire, on ne va pas se mentir, c'est vraiment un des athlètes russes les plus populaires, parce qu'on connaît le hockey, et pour qu'un hockeyeur russe joue dans une des plus grandes équipes de la planète aux États-Unis, à New York en l'occurrence, c'est qu'il a une grosse notoriété quand même, en fait. Donc voilà, on voit des signaux par-ci par-là. Pour l'instant, c'est pas grand-chose non plus. On n'est pas sur un énorme effet boule de neige, mais on a quand même la sensation. Mais ça, je pense que quand on est russe, c'est quelque chose qu'on sent aussi, que le pays pourrait basculer pour pas grand-chose en fait. Le pouvoir de Poutine tient, il semble solide, certes, mais toujours cette espèce de petite musique qui dit mais en fait, il suffirait d'un petit grain de sable. Il suffirait par exemple que Vladimir Poutine tombe malade à un moment donné, qu'il soit plus apte à gouverner, qui prendrait sa succession. Alors là, bien malin celui qui pourrait répondre à cette question, et qui pourrait prendre la succession, et qui pourrait stabiliser aussi cette succession-là, sachant que la population, elle, est pour une bonne partie en difficulté économique. Vous l'avez dit, la Russie est toujours une puissance pauvre en réalité. Oui, il suffit de sortir de Moscou et Saint-Pétersbourg pour s'en rendre compte. En fait, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Ouais, c'est très féodal. Et en plus, c'est féodal, dans le sens primaire du terme. Tout à fait. Mais revenons je vous ai dit franchement que je n'ai pas regardé vos schémas, mais il y a un schéma qui m'a ébloui, parce que ça s'appelait la structure de... Je pense que c'était la structure de sportocratie. De la sportocratie. Et il y a Poutine, et après il y a Rothenberg. Enfin, c'est comme très étrange. C'est fascinant. Et c'est ce fameux Rothenberg qui serait le propriétaire du château à la Crimée. Alors oui, la famille Rothenberg... Ça veut dire que le cercle le plus proche de Poutine, c'était le cercle de club de sport de l'enfance. Oui, on peut, c'est drôle, hein. On peut dire ça. On peut dire ça, et c'est vrai que... Qui est ce monsieur ? Alors, Rothenberg, Boris le 1-1, parce qu'après il y a sa femme, son neveu, son truc... Ils sont très nombreux, mais je pense que ce qui est intéressant, je pourrais vous expliquer, je vais vous expliquer ce qu'ils étaient exactement, mais juste pour revenir à cette espèce de cercle très proche. En fait, ce qui se passe, c'est que
Donc Vladimir Poutine s'est construit une légende, quand même, faut le dire, dès lors qu'il a été pressenti, dès lors qu'il a été téléguidé pour devenir président, à la fin des années 90, il a commencé à donner des interviews, et en fait, il a raconté qui il était, en choisissant, évidemment, c'est toujours pareil, hein, on choisit qui on est a posteriori. Et il disait notamment que ce qui l'avait sorti des rues malfamées de Leningrad, donc ancienne Saint-Pétersbourg, c'était le sambo puis le judo. Et en fait, il raconte que c'était une petite frappe lui-même, qui se promenait dans les rues, qu'il allait faire la bagarre, etc. Et un jour, il a poussé les portes d'un gymnase, en fait, le gymnase Trud, situé en banlieue de Leningrad. Et là, en fait, ça l'aurait sauvé, finalement, de devenir un voyou, en fait, c'est ça qu'il dit. Et là-bas, donc il arrive à 11 ans, il fait du sambo jusqu'à 14 ans. À 14 ans, il fait du judo. Et là, il rencontre, durant ses années de sport, quelques personnes, dont Boris et Arkady Rotenberg, qui à l'époque sont des athlètes qui font du sambo, des judokas, etc. Bref, ils deviennent très amis. Il y a aussi 2-3 personnes qui viennent s'ajouter à cette petite équipe. Et après, chacun fait un peu sa vie, quoi. Mais il reste en contact quand même. Et au moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir, en fait, d'un coup, non, mais c'est un peu avant d'ailleurs, pardon, pour les Rotenberg. C'est dans les années 90, au moment où Vladimir Poutine commence à avoir un poste à la mairie de Moscou, les Rotenberg apparaissent, reviennent, cherchent à faire des affaires, tentent dans la vodka, dans le gaz, etc. Ils y arrivent plus ou moins, et jusqu'à un moment donné réussir et exploser et devenir des oligarques très très puissants qui ont pignon sur rue et qui deviennent les oligarques les plus influents de Russie, avec quelques autres évidemment, mais on va dire dans le top 20 des plus grandes puissances. Sauf qu'à l'inverse de certains autres oligarques, ils sont proches du président. De celui qui deviendra président par la suite en tout cas. Et à ce moment-là, dès lors que Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, d'un coup ces figures sont partout dans les médias, on les voit en train de performer ensemble, de faire du judo, en train de faire plein de types de sports, etc. Et leurs affaires fleurissent. Et fleurissent tellement que, effectivement, on l'a vu, je ne sais plus lequel des deux d'ailleurs, Boris ou Arkady Rotenberg est le propriétaire effectivement du fameux château. Qui serait potentiellement le château de Vladimir Poutine. Pour le moment, tout ça est assez flou, mais dans tous les cas, qu'il y ait une histoire de château, déjà en soi, c'est déjà assez exceptionnel, quand même. Et ça montre finalement plusieurs choses. C'est le caractère un peu oligarchique de la Russie aujourd'hui, mais aussi le caractère clientéliste et amical, en fait. Parce que Vladimir Poutine reconnaît les siens et est très fidèle à ses amis, en fait. Et on le voit assez régulièrement dans les personnalités qui apparaissent dans les médias russes. Souvent, ses très proches, en tout cas, sont ses amis. Voilà. C'est un peu la règle de... Je ne veux pas dire le mot pègre, mais c'est le seul qui me sort, parce que, en fait, c'est le contact amical, les liens historiques sont plus forts que les contrats. Il y a une espèce de fratrie. C'est ça. C'est un peu. C'est ça, et exactement. C'est assez romantique pour un film, mais. Faut faire ça comme ça. C'est vrai que d'un point de vue cinématographique, c'est une très belle histoire. Mais c'est souvent que quand on s'intéresse à la Russie, il y a souvent de très belles histoires, ou en tout cas beaucoup d'histoires, tout simplement. Quoi. C'est très. On a l'impression que tout ça aurait pu être écrit par un scénariste, alors que c'est visiblement une réalité. Est-ce que votre livre est à charge ? C'est une très bonne question. Et si c'est à charge, alors contre quoi ? Contre juste un pays ou contre, par exemple, toute l'Europe qui ne dit rien sur Qatar ? Non, moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire, parce que ma casquette originelle, c'est la casquette de chercheur en géopolitique, en études slaves. Donc, du coup, je me devais d'être le plus neutre possible. C'est bien que la neutralité est très difficile à atteindre, voire n'existe pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai tenté de faire, et c'est pour ça que je pense que vous me posez la question, parce que j'imagine qu'à la lecture, on se dit, mais c'est vrai, sur quoi il joue en fait ? En fait, sur quel tableau il joue ? Mais l'idée, c'est avant tout de donner les clés de compréhension
aux gens d'un système qui est très très particulier. Ça, c'est mon premier objectif. Donc c'est pas, on peut voir ça, donc là, il y a pas de, c'est pas à charge, c'est très pédagogique finalement. C'est genre, c'est un sujet qui avait pas ou peu été traité en profondeur. Moi, je l'ai fait, il y a 360 pages sur le sujet. Voilà, ça s'est posé. Ensuite, j'ai une autre ambition qui, elle, est plus romantique et dont je parle beaucoup moins parce qu'elle va moins avec ma casquette de chercheur, évidemment. Mais c'est que ce système Poutine est souvent caricaturé. Et souvent, mais de façon négative comme positive, attention, hein, c'est vraiment caricaturé, tout simplement. Que ce soit d'ailleurs chez les Russes, chez les Français, chez les Américains, etc. Donc, c'est important d'essayer de comprendre de quoi on parle. Et après, moi, d'un point de vue personnel, si vous me demandez d'un point de vue personnel, si c'est ça la question, moi, je ne suis pas du tout un admirateur de Vladimir Poutine ni de son système. Je trouve que ça fait beaucoup de mal à beaucoup de Russes, pas uniquement d'ailleurs. Et je vois cet ouvrage comme la possibilité pour beaucoup de gens de mieux comprendre sous quel régime ils vivent. Que ce soit en Russie, ou que ce soit des Russes qui vivent ailleurs, à l'étranger, etc. Ou même des Français qui s'intéresseraient et qui chercheraient à comprendre. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait se dire que c'est un livre à charge contre le pouvoir russe. Mais je pense que le pouvoir russe s'en portera de toute façon très bien, avec ou sans moi. Mais en tout cas, oui, l'idée c'est ça. C'est d'essayer de montrer quelque chose qui ne va pas à terme faire du bien à la Russie, à mon sens. Mais je ne pouvais pas me retenir de ne pas penser à d'autres problèmes que je vois ici. Est-ce que quand on achète un footballeur à un prix horrible, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, et je parle de la France, est-ce que c'est plus moral que Poutine qui réunit les capitaux de l'oligarchie pour construire des stades Non, oui, alors est-ce qu'on peut tout mettre... En fait, c'est ça. Ma vraie question, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le sport a encore un sens quand il s'agit des nations? Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est moral de faire les Jeux Olympiques et de continuer de courir pour un drapeau, pour un hymne? Est-ce que ça a encore un sens? C'est la question à 1000 francs, celle-ci. C'est vraiment, est-ce que ça a toujours un sens? Donc, pinote des francs. Alors, je pense qu'à l'échelle des nations, ça a plus un sens à l'échelle des nations, à mon avis, qu'à l'échelle des clubs, en fait. Parce que les transferts dont vous parlez, ça concerne surtout, en fait, les clubs type, je sais pas, Manchester City en football, Chelsea, les clubs gérés par les oligarques en Russie, c'est pareil. Enfin, voilà, on dépense des millions. Et puis, en fait, si on est riche, ça va. Si on est pauvre, ça va pas. Donc, effectivement, là, d'un coup, on perd beaucoup le sens de la mesure. Et, enfin, le Paris Saint-Germain, le PSG, c'est l'exemple parfait, en fait. Racheté par le Qatar et du coup qui passe de club moyen à très grand club. Oui, ça perd son sens, parce que c'est l'argent qui fait que c'est intéressant ou pas. Par contre, à l'échelle des nations, c'est différent, parce qu'en fait, ça révèle encore aujourd'hui quelque chose de l'état d'un pays, en réalité. Je trouve, c'est censé être apolitique, ça ne l'a jamais été probablement, officiellement c'est le cas. Normalement, c'est un moment de trêve. Ça, c'est pas respecté, mais ça devrait être comme ça. Sinon, voilà, ça révèle, ça cristallise des enjeux géopolitiques contemporains et c'est peut-être mieux que les conflits se règlent sur un terrain que physiquement, qu'en se faisant la guerre réelle, entre guillemets. C'est aussi une façon de faire de la diplomatie, c'est aussi une façon de discuter, on peut voir plein de côtés positifs quand même à ces oppositions entre nations. Non, mais de la même façon, on peut voir un côté positif chez les Black Blocs parce que finalement, vaut mieux casser une vitrine qu'une vraie guerre civile. Donc c'est une espèce de vapeur qui sort et puis un abribus, c'est pas grave, hein, Oui. C'est l'assurance qui va le payer. Du moment où les gens ne s'entretuent pas, l'abribus... c'est ça. Donc est-ce que les petits combats entre les pays pour un médaille, c'est pas la vapeur qui sort? Si, un peu. Il y a un peu de ça. C'est ce que disait George Orwell. Il disait que le sport, c'était la guerre sans les balles.
C'est une façon finalement pour les nations de s'affronter, une façon comme une autre, et une façon a priori moins violente que la guerre plus classique traditionnelle, quoi. Bon, après, c'est vrai que c'est quand on voit toutes ces histoires de dopage, mais pas seulement avec la Russie, tous ces moyens dépensés pour obtenir des événements sportifs, ce qui s'est passé quand même pour que la Russie obtienne les JO de Sotchi, c'est que Vladimir Poutine a littéralement pris l'avion au Guatemala pour rencontrer les membres du CIO, avec dans les bagages de son avion de la neige de Sotchi, de la réelle physique neige de Sotchi, pour montrer que bel et bien là-bas, il y avait de la neige. C'était une grande interrogation quand même à l'époque. Donc là, on est en 2007 et il fait construire une patinoire, la seule patinoire du Guatemala, voilà, pour montrer que la Russie a les moyens, que ce sera une fête, etc. Et les membres du CIO sont séduits et acceptent la candidature de Sotchi à l'époque. Voilà, donc tous ces moyens-là, bon, ça fait de belles histoires, effectivement, comme on disait, ou en tout cas, ça fait des histoires tout court. Après, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est bien ou mal? Là, c'est pareil, moi, j'aurais tendance à dire, en Russie, quand on voit comment vivent les gens, ça serait peut-être plus intéressant de mettre de l'argent ailleurs, je sais pas, dans leur retraite, par exemple. La vie est très très dure en Russie aujourd'hui, enfin, vous le savez probablement mieux que moi, en fait. Oui, bien sûr. Donc, mais en même temps, le russe sait s'offrir ce rêve et se réunir. Pourquoi, quand le russe est patriote dans les compétitions sportives, on se fout de sa gueule, et quand on essaye à tout prix de réunir la France autour d'une quelconque victoire, ça termine toujours mal? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui dérape, soit une bagarre, soit un truc, les Champs-Élysées. C'est quoi la différence? Parce que l'un est mauvais et l'autre est encore pire. Enfin, je sais pas j'aurais tendance à dire que dans les deux cas... être patriote, c'est mauvais, ne pas être patriote, c'est pas bien non plus. Dans les deux cas, c'est compliqué, parce qu'en fait, dans les deux cas... Mais qu'est-ce que ça montre, typiquement? Ça montre que la France a des difficultés en termes d'identité nationale. Je pense que ça, c'est une question sur laquelle on est un peu tous d'accord. J'ai l'impression, en tout cas, c'est... aujourd'hui, suffit de voir, en fait, là, on est en pleine... période préélectorale. Le débat part tout de suite très 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 à droite, avec des conflits. On a l'impression qu'on est aux portes de conflits parfois entre différentes populations, quasiment différentes ethnies quand on écoute les politiques. C'est un climat tendu, très compliqué. Là où en Russie, on a l'impression effectivement que la population est plus derrière son drapeau, derrière son président. Moi, je me demande si c'est pas un effet en trompe-l'œil parfois aussi, en fait, orchestré par les médias russes, qui sont pour beaucoup des médias d'État aujourd'hui. Ça a quand même RT. Rossiya 1, Rossiya Сегодня, de manière générale, ce sont des médias qui sont concrètement gérés par le pouvoir. C'est assez clair, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Les médias sont toujours partout gérés par le pouvoir, il ne faut pas quand même... Alors, moi je ne suis pas partisan de la relativité sur ces questions-là. Je ne pense pas que tout se vale, je pense pas que tout se vaut, pardon. Je ne pense pas que ce soit la même chose partout. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'exister en tant que média alternatif en Russie qu'en France, par exemple. Et l'idée, c'est pas de dire qu'un tel système est mieux qu'un autre, c'est juste, je pense vraiment que c'est une réalité. En fait, c'est juste ça, et que en France, on a le choix, en fait, de l'idéologie, si je veux dire. On a le choix entre un Mediapart qui va faire de l'investigation de très très longs papiers, on a le choix entre Le Monde plus libéral, etc. Ils sont quand même détenus globalement par les mêmes oligarques. En tout cas... C'est plus élégant. C'est plus élégant, et c'est plus pluriel en tout cas. Mais au fond, c'est la même chose. En tout cas, pour le monde diplomatique et Mediapart, et le Canard enchaîné, ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont indépendants. Donc en l'occurrence, c'était des exemples que je voulais prendre, parce qu'eux, ils sont indépendants financièrement. Non, mais Mediapart, il n'y a pas une partie qui appartient à un oligarque. Je crois pas. Non, tout appartient il y a un petit pourcentage qui appartient à quelqu'un, qui est vraiment... qui n'a pas l'intérêt
Alors, des grandes pas enquêtes. à ma connaissance en tout cas. Mais bon, tout ça pour dire en tout cas qu'il y a une pluralité de l'information qui me semble plus importante qu'en Russie, où en fait il y a une opposition médiatique en Russie, mais sans être complètement interdite par le pouvoir, elle est étouffée finalement par les grands médias d'État qui, eux, en fait, promeuvent une parole, la parole généralement du Kremlin, en fait, hein, concrètement, à peu de choses près, ça se voit, ça se vérifie assez régulièrement. Et ouais, en fait, c'est pour ça, pour avoir expérimenté les deux mondes ces dernières années, ouais, il y a quand même... Je comprends bien l'idée qu'il y a une musique dominante en France, par exemple, et qu'il y a une musique dominante en Russie. Mais j'ai quand même l'impression que, pour avoir fait un peu de journalisme moi-même, en France, un journaliste peut quand même promouvoir une information différente. Après, est-ce qu'elle sera écoutée ? Ça, je n'en sais rien, mais c'est possible. En Russie, les pressions que quelqu'un pourrait subir s'il menait une enquête, on l'a vu sur le château. C'est incomparable. C'est ça, c'est incomparable. En fait, l'équipe d'Anne aujourd'hui est sous pression comme pas possible et elle est probablement en train de... Enfin, je ne l'espère pas, mais en tout cas de disparaître, quoi. Donc voilà. Alors après, du coup, j'ai perdu le fil originel de notre discussion. On parlait simplement des sentiments d'appartenance à la nation et on parlait de ça. Et d'ailleurs, le sport, je vous ai dit à un moment que dans mon adolescence et mon enfance, il y avait des moments de sport où tout pays arrêtait de respirer et c'était pas spécialement que des grands matchs de foot ou de rugby, quelque chose que j'ai jamais vu en France. J'ai jamais vu le pays s'arrêter pour un truc. Vraiment, vraiment, à 100%. Est-ce que le sport peut encore faire revenir la joie juste la joie? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a quelques semaines, Pesquet s'envolait dans les cieux. Et moi, j'ai eu le réflexe d'une vieille soviétique. J'ai tout éteint, j'ai complètement... Tu as regardé le ciel ? Non, j'ai éteint mon téléphone, je me suis mis devant la télévision, j'avais le cœur, je vous assure, qui faisait... Je me suis dit, pourvu que... Enfin, c'est l'instinct d'une soviétique. Pour moi, le cosmos, c'est vraiment le rêve absolu. Et il faut tout laisser tomber, les enfants, enfin, ils peuvent se noyer dans les baignoires. Je regarde la fusée qui décolle. Et puis, il fallait que j'aille à droite, à gauche dans la journée. Et je suis revenue le soir à la maison. J'ai tout de suite allumé la télévision pour voir est-ce que Pesquet, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'il est dedans, est-ce qu'il est avec les Russes et les Chinois. Et pam, je vois, je sais plus, on a tué une policière ou quelque chose et on ne parlait plus de Pesquet pendant une semaine. Je dis, mais ce pays n'est pas capable d'être heureux une seconde. Mais une seconde. Il y a le Français qui a décollé dans le cosmos et ben non, il y a... il y a une bagarre, il y a une tuerie, il y a un truc... le sport, son rôle, c'est ça, c'est d'être ivre de joie. Est-ce qu'il est encore capable de rendre un pays ivre de joie ? Où que ce soit, en Russie mais pour de vrai. Alors, la dernière fois que j'ai vu un pays ivre de joie, alors de ce que j'ai vu de ce pays au moment où j'y étais, c'était pendant les JO de Sotchi. Non, d'ailleurs, pardon, il y a eu les JO de Sotchi. Non, là où j'ai vu, c'était ça, plutôt l'histoire la plus intéressante que j'ai pu voir à ce moment-là. C'était pendant la Coupe du Monde de football 2018. J'étais à Yekaterinbourg pendant le 8e de finale entre la Russie et l'Espagne. C'est ça. Donc, match remporté par la Russie, contre toute attente. Et j'étais dans un bar, je prenais des photos des Russes, et je me souviens qu'au début du match, personne ne s'intéressait... ou très peu s'intéressait à l'équipe russe parce que de toute façon c'était écrit d'avance. Voilà, en fait tout le monde pensait que l'équipe allait perdre et en fait l'équipe a gagné au terme d'un match à suspense complètement incroyable. Et du coup derrière moi j'ai passé la nuit dans les rues de Yekaterinbourg à suivre les gens, à parler avec eux. Et alors c'était vraiment incroyable ce que j'ai pu voir. Enfin l'effervescence, elle était folle. D'un coup les drapeaux
sont sortis, les gens étaient en voiture, grimpés sur les voitures, avaient des drapeaux soviétiques, des drapeaux russes, des drapeaux de leur région, et tout le monde était, là pour le coup, ivre de joie, ivre tout court aussi. Hein. Là, la sportocratura n'a pas fonctionné jusque-là, on va dire ça comme ça. Et je me souviens très bien d'une phrase que m'a dite un homme dans la rue. Il m'a dit « Ah, on n'avait pas été heureux comme ça depuis la chute de l'URSS ». Je me dis « Ah oui, quand même, c'est une sacrée phrase quand même. » quoi. Et bon, après, voilà, c'est justement, le sport crée des émotions qui peut-être retombent un peu plus tard. Mais l'important, c'est que voilà, ça a existé durant cette nuit-là, cette bulle-là. Et c'était très très beau à voir. Pour le coup, c'était assez fascinant. Il y avait vraiment ce côté, oui, seul contre tous. L'équipe ne devait pas gagner, elle a gagné, elle a réussi son pari. Voilà. Et la deuxième fois, ça a été pendant les JO de Sotchi, où là c'était pour la cérémonie d'ouverture. Et aussi pour la cérémonie de clôture, où en fait j'ai vu des Russes dans les cafés, dans les bars, dans les rues de Moscou, là où j'étais, mais littéralement pleurer de joie et de tristesse. Joie au début parce que ça commençait, tristesse parce que ça se terminait. Et je pense que ça rappelait beaucoup à beaucoup de gens en fait l'émotion qu'ils avaient eue en 1980. Oui. Au JO de 80, avec l'ours Mishka qui s'envole du stade à Moscou. Mais je peux expliquer les larmes de cette époque-là, parce que l'Union soviétique était derrière le rideau de fer, et chaque ouverture vers l'étranger, c'était... comment vous expliquer? Pour nous, un étranger, c'était un martien. Les martiens sont venus chez nous, et voilà qu'ils repartent. C'était ça les larmes, je vous assure. Hein. Ah oui. C'était pas Mishka, truc, c'était ça. C'est que, moi je me souviens pas, c'était une période tellement glauque. Brejnev, c'était une espèce d'épave qui savait plus parler. Le pays était moche, on n'avait rien à bouffer, on n'avait rien à s'y mettre sur le dos. C'était vraiment d'une tristesse phénoménale. Et puis voilà, il y a les Occidentaux beaux qui arrivent, avec la joie de vivre, élégants. Et ça a duré ce que ça a duré. Et puis ils repartent et nous, on reste dans notre trou à rats. Et en tout cas, mes larmes, c'était ça. Hein. C'est qu'ils sont partis. C'est intéressant, ça. Oui. C'est intéressant parce que j'ai eu des échos similaires de jeunes Russes quand la Coupe du Monde de football s'est terminée. Oui. Qui me disait qui était triste parce qu'en fait pendant un mois le pays a été complètement ouvert et c'est ça ce que j'ai pas précisé, c'était que c'était vraiment exceptionnel à l'échelle de la Russie aujourd'hui. Je voyage depuis 2003 en Russie, moi j'avais jamais vu la Russie aussi ouverte que pendant ce mois de juin-juillet 2018. C'était proprement fantastique. Il y avait eu des consignes qui avaient été données aux autorités de la part aux autorités, à la police et à l'armée, pour pouvoir justement laisser les gens faire la fête, laisser les gens s'amuser, je dirais, à l'européenne, qui sentaient que ça veut dire quelque chose exactement, mais vous voyez l'idée en tout cas. C'est-à-dire que d'un coup, on pouvait aller parler avec un policier, faire des photos avec lui, ensuite grimper dans un lampadaire, crier « Allez, telle équipe », etc. Bon, ça, en Russie, aujourd'hui, c'est impossible, en dehors de cette bulle. Et donc, du coup, beaucoup de Russes, la trentaine, la vingtaine, m'ont dit que cette expérience a été assez étonnante pour eux, et du coup, ils étaient tristes qu'elle se termine, parce qu'ils savaient que derrière, le gant de fer allait se resserrer, en fait. Ce qui, d'ailleurs, n'a pas manqué dans la foulée. Les manifestations contre les retraites ont été réprimées tout de suite, en fait. Mais beaucoup de Russes m'ont aussi dit que ça avait été un moment un peu fondateur pour eux, parce qu'en fait, en expérimentant ça montre une autre réalité possible quand même. Et ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que finalement, la sportocratura pourrait se retourner un jour contre Vladimir Poutine, parce que l'événement sportif, c'est un moment de communion entre les peuples. Et c'est un moment aussi de comparaison. On voit l'autre qui arrive et qui nous dit « Ah bah moi chez moi en Amérique latine c'est comme ça, moi chez moi en France c'est comme ci, etc. » Sans dire que tel endroit est mieux qu'un autre, mais en tout cas ça permet de comparer, quoi qu'il arrive. Et peut-être que ça a glissé quelques graines dans le cerveau de pas mal de Russes pour se dire peut-être que nous, quand on sera plus vieux et qu'on arrivera peut-être au pouvoir, on fera différemment du coup. Et du coup,
Inversons le truc. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Français qui fument des clopes Alors, moi, je sais pas si Non, mais est-ce qu'il y a un message que vous pouvez dire Parce que si j'ai bien compris, vous dites que la Russie a changé de visage dans sa jeunesse et que cette jeunesse qui était autrefois avec la bière, votre adolescence en Russie, c'était bière et clope, et tout d'un coup, c'est des athlètes. C'est ça. En France, c'est un tout petit peu quand même clope et bière qui n'est jamais interdit à moins de 18 ans à la vente dans un café, ce qui est complètement illégal. Mais j'ai jamais vu un barman ne pas vendre une bière à un adolescent qui visiblement n'a pas 18 ans. Ouais, alors, moi, en plus, je suis pas le dernier pour aller boire avec mes amis, donc je me garderai bien de faire là-dessus. Hein, non, sans faire le moral, mais sans en faire plus, le moral, film mais... Drunk que j'ai vu, Drunk, il est bien. il est génial. Il y a pas de, comme disait Homer Simpson, l'alcool c'est la cause et la solution à tous nos problèmes. Ça me paraît assez clair. En fait, l'important c'est de savoir quand s'arrêter, je crois. Mais c'est vraiment ça la clé. Mais non. En fait, moi, mon idéal, si je devais transmettre un idéal ou une morale, en fait, c'est surtout que selon moi, les États devraient offrir la possibilité aux gens de choisir, tout simplement. En fait, c'est juste ça. On a l'impression quand même que l'injonction en Russie, elle est un peu trop orientée d'un côté. En France, je dis pas qu'il y a une injonction à boire, c'est pas le cas, mais peut-être qu'on pourrait essayer d'équilibrer un peu de l'autre côté. En tout cas, l'important c'est la liberté, je pense que c'est ça. Pour moi, la clé, si quelqu'un a envie d'aller boire un coup ou fumer, s'il a le droit de choisir sa mort, c'est quand même la seule chose qu'on peut choisir en fait, concrètement. Et puis combien de matchs de tennis avec les joueurs bourrés, et c'était pourtant tellement bien. Bah oui, c'est ça. Et vous pratiquez quelque chose Moi j'ai longtemps pratiqué du rugby. On dirait pas, vous avez des oreilles qui sont même pas déchirées. Non, parce que j'étais jeune. j'étais jeune, ça a dû se recoller. Et du volley après, donc comme Boris Yeltsin pour le coup. Et le volley, c'était un peu mon sport de cœur. Mais malheureusement, j'ai dû arrêter de pratiquer un sport régulièrement, en tout cas ce type de sport-là, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire des études supérieures et à les lier au voyage, parce qu'en fait, je voyage en permanence depuis 2010, en fait, concrètement. Voilà, c'est impossible de tenir un rythme, on va dire, soutenu dans un sport collectif, par exemple. C'est pas possible, parce qu'en fait, tous les 2 mois, on part, donc tous les 6 mois, dans le meilleur des cas, trop compliqué. Donc, quand j'ai l'occasion, moi, je cours, voilà, donc c'est un peu maigre. Mais et si vous pouvez donner 3 conseils de voyage en Russie à ceux qui vous regardent, parce que apparemment vous êtes un des rares qui a vu beaucoup de villes, ce qui n'est pas évident parce que l'infrastructure du tourisme est un peu compliquée. Mais si vous pouvez donner 3 conseils où aller alors là, j'en ai même. Pour avoir le waouh, non, mais sortez pas Saint-Pétersbourg et Moscou, non. Parce que le waouh, en fait, il est plutôt du côté de Saint-Pétersbourg. En vrai, il se passe là-bas. Je suis pas d'accord, mais bon. Ah, je suis pas d'accord. Bon, on en discutera plus tard. Parlons plutôt des républiques dont les noms sont méconnus en France. Non, moi, en fait, je vais faire par thématique, mais le plus étonnant, le plus incroyable que j'ai vu, je m'y attendais tellement pas. En fait, c'était Elista en Kalmoukie, quoi. Donc Elista, capitale bouddhiste de Russie, Elista située au milieu des steppes. Il y a très peu de steppes en Russie, mais là c'est vraiment au milieu des steppes, c'est vraiment un coin, on va dire, géographiquement, géologiquement, météorologiquement très étonnant, et rempli de Kalmyks, donc c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Kalmyks, qui se disent descendants de Genghis Khan, qui sont des cavaliers hors pair, et vous arrivez là-bas. Et en fait, ils montent à cru ou ils montent à cru, évidemment. Ils reproduisent des scènes de guerre de l'ancienne époque. Moi, j'ai monté à cheval là-bas, c'était un moment incroyable, parce qu'en fait, quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas qu'une telle Russie existait. Je ne savais pas. Vraiment, j'ai été scotché, j'ai appris plein de choses.
Et il s'avère que la spécificité sportive du coin, c'est, hormis le cheval évidemment, c'est les échecs. Et donc il y a une passion pour les échecs là-bas, tout le monde joue aux échecs. Il y a d'ailleurs la ville des échecs qui a été construite, une petite ville qui a été construite à côté d'Elista. Bref, donc ça c'est le côté, voilà, si vous cherchez l'originalité, je m'adresse à vous, ce sera ça, ce sera cette ville, et vous serez, c'est pas forcément la plus belle, mais ce sera la plus originale, voilà. Après, j'ai été vraiment scotché, moi, de manière générale, par les montagnes du Caucase. En fait, quand on part de Grozny, par exemple, et qu'on va à Vladikavkaz, etc., là, c'est magnifique. Et en plus, on touche du doigt à une Russie complètement méconnue et beaucoup plus compliquée, qui est cette Russie du Caucase, hein, cette Russie, pour le coup, vraiment multi-ethnique, multi-religieuse, mais surtout musulmane, qu'on n'attend pas forcément non plus, qui est dur, hein, évidemment. La Tchétchénie c'est dur, le Daghestan c'est dur, tout ça c'est dur. Mais alors les paysages sont fantastiques et on découvre une Russie pour le coup beaucoup plus ancienne. En fait, j'ai l'impression qui renvoie à d'autres racines, les racines du Caucase, de la montagne et tout ça. Donc ça on va dire que si je devais qualifier ce voyage dans le Caucase russe, ce serait le voyage le plus aventureux, quoi, en fait, aventurier, un voyage parce que pas facile, parce que difficile, parce qu'évidemment, arriver dans le Caucase, c'est passer des checkpoints avec des hommes surarmés, c'est pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de femmes, oui, de devoir se voiler dans la rue, dans les rues de Grozny par exemple, sous peine de se faire réprimander, hein, bon, gentiment, hein, mais pas gentiment. Voilà, donc ça c'est pour les difficultés du voyageur, mais c'est aussi voir des choses, des peuples incroyables, vraiment. Moi j'ai un très très bon souvenir, j'avais été accueilli à Grozny par Fatima, que je salue d'ailleurs ici, j'en profite, elle sera très contente, elle m'avait hébergé pendant une dizaine de jours, et elle m'avait raconté toute l'histoire du Caucase, toute l'histoire de la Tchétchénie, et oui, je suis tombé littéralement amoureux de la région, parce que ce sont des gens très très attachants et les paysages sont magnifiques. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième, et le troisième, là ça sera vraiment tarte à la crème et très bateau, mais allons aller au lac Baïkal en hiver, au mois de mars, sur l'île de Lkhon, donc une île de chaman située au milieu d'un des plus grands lacs du monde, qui, on va dire de février à avril, est complètement gelé. Le lac fait la taille de la Belgique, et dès lors qu'il est gelé, une vie se crée dessus. Donc les gens font de la voiture, font du vélo, dorment dessus. Il y a des expéditions écologiques qui sont mises en place. On peut observer plein d'animaux différents et il y a une atmosphère qui est vraiment incroyable. Et les couchers de soleil sont à tomber par terre. Et il fait moins 30 degrés, mais c'est quand même superbe. Et ouais, moi je suis vraiment ressorti de j'ai fait 2 voyages là-bas. Le premier spécialement m'a vraiment époustouflé. Et pour la petite histoire, c'est là-bas en fait que m'est apparu, littéralement je dis apparu parce que c'était vraiment cette sensation-là, que m'est apparu le néologisme du titre de cet ouvrage, donc Sportokratur. C'est le moment en fait où ma pensée s'est liée, en fait, c'est là-bas. En fait, il faut ouvrir une colonie française, parce que Sylvain Tesson, lui aussi, il a écrit des choses sublimes là-bas. Apparemment, c'est une terre de méditation pour vous, les Français. Complètement, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, mon séjour là-bas a été inspiré de son ouvrage Dans les forêts de Sibérie. Oui, bien sûr. Bon, j'avais adoré cet ouvrage. Je l'avais lu bien avant et je m'étais dit que ce serait bien de le faire un jour. Est-ce que c'est vrai que cette région, petit à petit, se consume au petit feu de Chinois? Oui, ça c'est... Alors, j'y suis allé 2 fois. Donc la première fois, j'ai pu observer effectivement beaucoup de touristes asiatiques. Je ne sais pas si c'était chinois, en tout cas asiatiques. Et en tout cas sur l'île sur laquelle j'étais, donc l'île de Lkhon, moi, ce qui m'a agacé, mais d'un point de vue personnel, c'était vraiment l'usage des drones à outrance pour filmer tout ce qui se passe. Et c'est vraiment une terre de méditation, en fait. C'est vraiment une terre calme, normalement. Et c'est vrai que d'un coup, voir tous ces touristes utiliser ces drones, bon. Et effectivement, vu que c'est proche de la frontière chinoise, je pense qu'il y a un gros afflux de touristes qui arrivent. Après, la deuxième fois que j'y suis allé, c'était au début du coronavirus, et en fait, la Chine était déjà complètement bloquée. Et pour la petite histoire, la première phrase que m'a dite mon hôte sur l'île de Lkhon, la deuxième fois, c'est « Ah, vous avez de la chance,
les touristes chinois sont pas là, ils sont bloqués à cause du coronavirus. Et ils disent la même chose à Paris. Ouais. Ouais, voilà, bon bah voilà. Comme quoi. On n'est pas raciste du tout. Oui, c'est terrible. C'est terrible. On est des démocrates. C'est horrible. Mais un petit supplémentaire numéro 4. Parce que Baïkal, c'est bateau, même si Baïkal, c'est bateau, pardon. Je vous écoute avec plaisir. Mais en même temps, plus... c'est bateau, mais j'y ai vraiment... C'est un point de vue personnel, c'était vraiment incroyable. Après... quelque chose de plus folklorique ou de plus... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un endroit qui est fascinant. Alors pour le coup, on n'est plus sur une grande ville, on est plutôt sur un petit village. C'est la petite ville d'Arshan. Je ne sais pas si ça vous parle. Arshan, qui est toute petite. Même si on la tape sur Google, je crois qu'elle n'apparaît pas tout de suite. Il faut préciser la région, donc qui est située... Je vais noter tout de suite, je ne connais pas. Voilà, qui est située, alors pour le coup... On apprend, hein. On apprend. Alors, qui est située en Sibérie, à la frontière mongole. Vraiment, il y a une chaîne de montagnes, et la Mongolie est de l'autre côté. Donc, encore une fois, c'est un endroit où les gens sont majoritairement bouddhistes, donc comme à Elista, mais pour le coup, on est de l'autre côté de la Russie, en fait, concrètement. Et là-bas, je sais pas comment expliquer, c'est un endroit où je suis arrivé, c'était tellement calme, tellement apaisant. Les gens étaient chaleureux, etc., vivaient de peu. Moi, je sais que j'ai dormi sur une paillasse dure comme du béton. Enfin, c'était du bois, hein, mais bon, voilà. C'est à la mongole, en fait, parce que c'est des peuples, en fait, qui voyagent entre les deux pays, en fait. Et j'ai appris beaucoup sur, à nouveau, ce qu'était la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, c'est vraiment la Russie des confins. C'est-à-dire que j'étais à 20 km, en fait, du basculement et d'arriver en Mongolie. Et les gens me disaient toujours, d'ailleurs, c'est ça qui est fascinant en Russie, me disaient toujours qu'ils étaient russes, avec toujours en même temps l'ethnie en question, parce que c'est ça la Russie, c'est le paradoxe, c'est qu'on on dit l'ethnie et on dit aussi la nationalité en fait. Donc on est russe et on est aussi, selon tatar, du coup kalmik, des bachkirs, ou tchétchènes, etc. Et voilà, et c'était aussi le cas là-bas, et c'était passionnant. C'était passionnant pour ça. Et voilà, de manière générale, en fait, j'invite les gens à sortir des sentiers battus en Russie, parce que c'est là qu'on découvre la Russie véritable, entre guillemets, celle qui parle, qui est proche de la réalité de la plupart des gens, en fait. Parce que, évidemment, à Moscou, il y a je crois, 14 millions de gens qui vivent dans Moscou intramuros, c'est énorme pour une population de 140 millions. Non, on est très peu nombreux, au fond. Ouais, au fond, très peu. Alors du coup, dès qu'on sort de Moscou et Saint-Pétersbourg, oui, on va tomber sur les gens qui vivent normalement, en fait, qui sont les plus nombreux en réalité. Et il faut, je pense, vraiment sortir des sentiers battus, aller dans les campagnes, aller voir, parler aux gens. Souvent, on est regardé comme des extraterrestres. Plus on va loin, plus on est regardé comme des extraterrestres, comme vous en parlez d'ailleurs. Pour les JO de 80, c'était ça pour vous. Moi, j'ai eu cette sensation-là dans plein d'endroits en Russie, en fait. Parce qu'il y a encore plein d'endroits qui sont vierges, finalement. En fait, c'est vierge de voyageurs, pas de voyageurs, mais de touristes, surtout. Et personnellement, en tant que jeune voyageur, c'est ça que je cherche. Je ne veux pas aller là où tout le monde va, mais aller là où on ne connaît pas grand-chose, en fait, en tout cas en tant qu'étranger. Et c'est en Russie, pays aux 88 régions, alors là, vous êtes servi. Prenez une carte et regardez. J'ai tendance à dire, il y a 22 républiques, choisissez-en une. En fait, de toute façon, vous ne serez pas dessus, parce que c'est là qu'il y a une forte identité locale et toujours une identité russe aussi, quoi. Voilà. Mais vous, donc, vous pouvez être seul, non accompagné et aller à l'aventure, ou vaut mieux être accompagné comme un Bhoutan ou... Je pense que c'est mieux d'être accompagné quand on ne parle pas russe. Bien sûr. Ça, je pense que oui, parce que plus on s'éloigne des capitales, moins les gens parlent anglais. Donc, bien sûr. Du coup, c'est compliqué. Sans le russe, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Et une dernière question qui concerne vous, géopoliticien. Enfin, comment on dit, politicien. Politologue. Politologue. Ouais, politologue. Est-ce que la Russie, c'est pas le prochain East Wern?
Enfin, Western, Eastern. Eastern. Western, oui. Est-ce que, étant donné que c'est un territoire en fait vide de population, et avec l'immigration climatique, est-ce que vous ne voyez pas que dans quelques dizaines d'années, tout le monde va se précipiter sur ce territoire qui n'est pas encore occupé et qui, si j'ai bien compris, de point de vue de climat, est meilleur que ce qui nous attend là où on habite? C'est difficile à dire tout de suite maintenant. Est-ce que ça va être un terrain de conquête? C'est déjà un terrain de conquête. Le pouvoir russe met beaucoup de moyens dedans, notamment en Arctique, en fait, en Arctique russe, parce que la Russie possède 1/8 de l'Arctique, et notamment le passage du Nord-Est, en fait, qui est un passage maritime qui est en train d'apparaître à mesure que les glaces fondent. C'est malheureux, mais en fait le bonheur des uns fait le malheur des autres, et vice-versa. Et en l'occurrence, la fonte des glaces pour la Russie offre un boulevard économique, en fait. C'est-à-dire que c'est un passage où les navires vont pouvoir passer bientôt toute l'année, en fait, et faire transiter énormément de produits beaucoup plus rapidement que par les passages traditionnels, le passage du Nord-Ouest par exemple. Donc du coup, il y a ça d'une part. Donc évidemment, Vladimir Poutine met énormément de moyens du côté de Norilsk, du côté de l'Extrême-Orient, etc. Et cherche à repeupler, ou tout simplement à peupler, en fait, je crois que ça n'a jamais été vraiment peuplé en réalité, à peupler ces zones, en fait, qui sont très très difficiles pour l'homme. C'est des zones où il fait, parfois moins 50, et c'est évidemment pas fait pour l'homme. Concrètement, ces températures-là, moi je crois que le minimum que j'ai fait dans ma vie c'était moins 32, et à moins 32, on reste pas plus d'une heure dehors, en fait. Qu'importe son équipement, en fait, c'est très compliqué. C'est un congélateur, on vit dans un congélateur, quoi. Donc voilà, alors est-ce que le réchauffement climatique sera suffisamment fort pour pouvoir baiser la température là-bas? Je suis pas sûr. Alors, on est complètement politiquement incorrect. Voilà, complètement. Non, justement, je réponds à votre question. Si on se projette, je pense que si on en arrive là, c'est que de toute façon la planète est déjà foutue, à mon avis. À mon avis, donc. Et tout le monde va devenir russe, voilà. Sur cette note. Pas du tout chauviniste. Pas du tout. Non, mais après peut-être qu'il va y avoir un exode des villes, comme on peut l'imaginer aujourd'hui dans plein de grandes villes. C'est-à-dire que la Covid a montré ça, c'est qu'on peut travailler à distance, en fait. Et d'un coup, la ville apparaît comme une espèce de lieu très très difficile, quoi, pour beaucoup de gens. Enfin, le bruit, les transports en commun, le fait d'être loin de la nature. Voilà, moi d'un point de vue personnel, j'ai quitté Paris pendant le Covid et j'ai redécouvert en fait plein de choses et je me suis dit mais en fait pourquoi on s'impose ça? Et la réponse avant c'était simple, c'était le travail, tout est là. Tout est à Paris, tout est à Moscou. Et dans ces lieux que vous dites très calmes en Russie et très propices pour la méditation, est-ce qu'il y a la liaison Internet ou pas du tout? Oui. Vous êtes vraiment coupé de tout? Non, il y a la liaison Internet. Alors, allons tous là-bas. On va ouvrir des startups. Non, pas trop vite non plus. Attendons un peu. Ouais. Mais oui, voilà, ça, la 4G est toujours là-bas, mais c'est encore trop difficile pour le touriste, entre guillemets, lambda d'y aller. Ça nécessite de passer plein d'étapes. Je pense. Il faut être un Marco Polo dans l'âme. Un peu. Enfin, en tout cas, sans être un grand voyageur, il faut juste pas avoir peur, parce que comme je vous le disais, moi quand je suis arrivé à Arshan, j'ai demandé à mon chauffeur de marchrutka s'il connaissait un bon endroit pour dormir. Il m'a indiqué le meilleur endroit qu'il connaissait, et j'ai dormi pendant une semaine sur une paillasse. Les toilettes étaient dans un trou dans le jardin, et il n'y avait pas de douche. Il n'y avait pas de douche, ça j'ai oublié de le préciser, donc je me suis dit, oui, voilà, bon, on prend que ça date. Voilà. Et donc l'expérience était quand même fantastique. Donc. Je vous envie. Je ne vais pas avoir le courage de faire ça. Bravo.